Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Occupe ton ergo. Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook, sur le groupe privé du podcast Occupe ton ergo. N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dahl, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Le nouveau podcast est sous forme de dossier. Vous trouverez 3 épisodes sur le thème de l'évolution des études et de la pratique en ergothérapie. Ce podcast a été co-construit avec 3 ergothérapeutes. Tout d'abord Laurent, diplômé avant 2010, avant la réforme des études, puis Kim, diplômée après cette réforme, et Nesliane, qui est toujours étudiante. Pour ce dossier, vous trouverez 3 formats. Tout d'abord le portrait de chaque ergothérapeute qui nous partage son vécu des études et de l'évolution de sa pratique. Puis un échange, un débat où on a réuni Laurent, Kim et Nesliane pour échanger leur point de vue sur cette évolution. Et pour terminer, un épisode complémentaire où là on vous apporte un peu plus de notions théoriques issues d'articles scientifiques sur ce sujet. Maintenant qu'on a fait les portraits, donc on va passer à l'échange entre vous 3. Donc c'est intéressant de pouvoir voir l'évolution du ressenti en tout cas que vous avez eu au niveau de vos études d'ergo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué justement dans les témoignages des uns et des autres ? La validation, MSP, travail de synthèse, c'était des prémices du travail de recherche. Donc on a eu aussi à étudier des articles. Tu vois, quand Kim tout à l'heure tu parlais de est-ce que finalement ce que j'ai construit pour mon mémoire, finalement on n'était pas tellement sensibilisé à la lecture d'articles et ainsi de suite. Nous, il n'y avait pas beaucoup de littérature. Mais par contre, on était déjà incité à construire des travaux de recherche, des travaux de synthèse dans 2 thématiques différentes à l'appui de lectures scientifiques. Et je suis d'accord avec toi, Kim, c'était très peu de lecture ergo. Mais à l'époque, c'était validé qu'il fallait s'appuyer sur des sources de type rééducation du monde supérieur et pas forcément sur des articles qui traitaient de l'ergothérapie. Puisque je pense qu'on avait vraiment besoin de faire la promotion de ce métier en assurant ce côté professionnel, technique et ainsi de suite. Moi, je suis vraiment né d'une génération comme ça. C'est pour ça que tu as trouvé beaucoup de techniciens, Kim, sur le terrain et que vous trouvez encore peut-être des techniciens, enfin des ergos qui ont cet esprit-là, parce que pour moi, on hérite de ça. Moi, j'hérite vraiment d'un truc où j'ai été formé à me dire il faut que ta pratique, elle soit carrée, il faut que tu saches comment faire des choses. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure? Parce que moi, au final, ça ne me choque pas tant que ça que on ait des plans d'intervention qui soient structurés. C'était un peu plus difficile d'arriver à faire comprendre aux étudiants que j'accompagne maintenant qu'ils ne sont pas obligés d'avoir des recettes. Mais on a quand même été formés un petit peu à la recette. Tu appliques, la rééducation, celle-ci, elle fonctionne, les activités analytiques, ça marche. Il y a encore ce côté application. Tu vois, application de méthodes. Moi, j'ai été formé à la rééducation des paralysés cérébraux. Elle s'organise de telle et telle et telle et telle manière. La rééducation du traumatisé crânien, elle passe par telle étape, comme des recettes en fait. Et presque l'activité et les types d'activités qu'on peut mettre en place pour tel public. Alors qu'en fait, on ne fonctionne plus comme ça maintenant. En tout cas, on va évoluer vers d'autres choses. Ouais, effectivement, moi, à cette époque-là, les moments où je sentais que j'appliquais la recette et donc les stages dans lesquels j'arrivais où il y avait une recette de technique, je mimais en fait parce que en tant qu'étudiant, il ne s'est pas donné à tout le monde que d'avoir cette facilité à faire du lien entre toutes les unités d'enseignement qui nous sont qu'on apprend là et du lien entre le raisonnement clinique, la technique, la manière de s'engager dans l'aspect du travail en tant qu'ergothérapeute. Je cherchais beaucoup à mimer parce que pour moi c'était si je mime c'est que je fais bien, donc il faut que je mime bien ce qui se passe. Et je voyais bien que à certains moments quand j'appliquais il y avait un manque de sens dans ce que j'appliquais. Mais à ces moments-là, durant la formation initiale, on est dans le rush du stage et les temps de réflexion qui normalement sont
permis par les analyses réflexives de la pratique professionnelle, de sa pratique professionnelle, c'est des temps de réflexion où finalement on faisait beaucoup plus d'analyse d'activité que d'analyse réflexive de sa pratique. Et donc finalement, ce dont je cherchais à me nourrir de cette réflexivité sur ce que je faisais, j'avais pas beaucoup de nourriture là-dessus. J'avais beaucoup de nourriture de technique, d'analyse, tout ça, et il en faut, hein, clairement. Mais la réflexivité sur ma manière de faire et de fonctionner, je l'avais pas trop. Et donc, ça ne m'aidait pas forcément ça ne me facilitait pas la tâche pour mettre du sens dans ce que je faisais. Est-ce que Nesliane, toi, c'est quelque chose auquel tu t'identifies? Est-ce que avoir cet apport sur les fondements de l'ergothérapie et le rôle de l'ergothérapeute, le sens qu'on y met, parce qu'il est beaucoup plus présent, toi, dans ta formation, est-ce que ça t'aide à faire du lien avec ce qui se passe en stage? Moi, ça m'aide beaucoup parce que quand j'arrive en stage et que je fais une anamnèse, déjà, pour moi, c'est important de faire une anamnèse, donc je prends le temps de le faire quand je peux en stage. Et je sais que je ne vais pas poser des questions que sur les conséquences de la maladie. Je vais essayer de connaître l'histoire de la personne, les situations de handicap dans son quotidien, les loisirs que cette personne fait, qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce qu'elle veut qu'on travaille ensemble en ergothérapie. Donc oui. Et je rebondis sur ce que tu nous partages, Nesliane. Je me rappelle très très bien des tout premiers stages. On prenait pas le temps de questionner sur l'histoire occupationnelle de la personne. Maintenant, on essaye de plus s'intéresser au profil occupationnel. Voilà, ce sont des termes que l'on entend de plus en plus. Mais à cette époque-là, dans l'anamnèse, ce que l'on devait surtout chercher, c'était l'histoire de la maladie. Est-ce que dans les antécédents, il y a des choses sur lesquelles on doit être alerte? Et au niveau des habitudes de vie, c'était quoi les habitudes de vie? Mais on n'allait pas très très loin dans le questionnement des habitudes de vie. On essayait surtout d'emblée, lors du premier entretien initial, de tout de suite repérer s'il y avait des déficiences et quel était l'écart entre les capacités antérieures et les capacités actuelles. Voilà. Mais on ne se questionnait pas d'emblée, lors de l'entretien initial, de l'importance des occupations et de tel ou tel type d'activité pour le patient. Et c'est ça qui moi, a changé beaucoup ma manière de voir les choses quand j'ai commencé à travailler sur les articles professionnels. Je complète ce que tu dis, Kim, parce qu'en fait, ça me parle, j'ai cette même sensation de me dire, aujourd'hui, tu nous dis, moi, mon recueil de données, il change parce que je vais m'intéresser à des choses qui concernent le patient. Alors que moi, je pense que j'ai été formé, entre guillemets, c'est pas péjoratif, à faire un recueil de données qui me sert à agir, à faire des propositions. Voilà. Mais mon recueil de données, il est thérapeute centré. Je suis ergothérapeute, j'ai une spécificité, je vais organiser un recueil de données qui va me donner des pistes. Alors, effectivement, peut-être en lien avec des déficiences, la situation de handicap, cet écart, tu le dis très bien, Kim. Mais quelque part, je suis un peu teinté d'une manière de raisonner qui va chercher la résolution des situations problèmes que rencontrent les patients que j'accompagne. Leurs habitudes de vie, bien sûr, ça, je vais l'intégrer parce que des habitudes de vie vient l'émergence de leur situation de problème, mais c'est venu en second plan. C'est vraiment pour moi venu avec l'évolution de notre manière de voir les choses en ergothérapie, de raisonnement clinique. Même si moi, je n'ai pas été formé à la manière dont se construit un raisonnement clinique au niveau théorique, je pense que dans la formation théorique et clinique et pratique qu'il y avait, c'était des choses qui étaient distillées de par la posture du formateur ou du tuteur de stage. Ça, c'est un des challenges les plus importants pour moi, dans mon vécu professionnel, quand on travaille en gériatrie. Parce que la question du sens des activités pour une personne âgée, je crois que c'est la première étape. La valeur de questionner le sens des activités, et c'est là où j'ai vraiment fait un genre de flashback sur l'ensemble de mes apprentissages. Je suis pas sûre que j'aurais été assez mature en formation initiale pour vraiment saisir tout ça.
pense que ça nous a été distillé au fur et à mesure des 3 années de formation, parce qu'on entendait parler des modèles conceptuels. Je me souviens d'un cours qui m'a beaucoup marqué sur le modèle de l'occupation humaine, mais je n'avais pas saisi l'ampleur du fondement et je n'avais pas fait le lien entre les modèles conceptuels et l'ergothérapie. Et quand j'ai commencé à me questionner dans mon travail parce que mon identité professionnelle s'est un peu trop fait balader, j'ai compris d'emblée que j'ai eu besoin de remettre du sens dans ce que je faisais. Et pour remettre du sens, il faut aller chercher dans les fondements. Et chercher dans les fondements, ça nous fait toucher au modèle conceptuel. Et c'est à partir de là que mon cerveau était beaucoup plus apte à accueillir ce que c'est un modèle conceptuel, à quoi ça sert, comment je vais le mobiliser dans ma pratique. C'est beaucoup grâce à cette confrontation avec le terrain qui ne répondait pas du tout, ne serait-ce même qu'un tout petit peu à ce que j'avais appris sur les 3 années de formation, que j'ai pu m'asseoir et me dire, OK, stop, on repart à zéro, on repart. Et là, j'ai eu les étoiles dans les yeux de nouveau. Mais je trouve que c'est très précieux ce que tu dis. Il y en a qui sont dans cette recherche de comprendre parfois les fondements de notre pratique. C'est comme si tu donnais un conseil aussi de revenir au modèle. Parfois, c'est un mot qui fait peur, mais de prendre le temps aussi. Je pense que c'est important de se laisser le temps d'étudier ça. Et je pense que d'accueillir des stagiaires, je voulais en venir avec ça avec toi, Nesliane, c'est aussi un moyen de découvrir un peu tout ça et de pouvoir échanger avec des personnes qui, du coup, ont été formées. Est-ce que toi, Nesliane, c'est des échanges que tu as avec des tuteurs et comment ça se passe, comment ils l'accueillent? Oui, honnêtement, avec tous les stages que j'ai fait, à chaque fois, cette question revient. Et les tuteurs de stage, ils sont très intéressés par savoir c'est comment les études maintenant. Parce qu'ils savent que ça a changé, mais ils savent pas en quoi ça a changé. Du coup, très souvent, on a ces discussions et j'explique moi ce que je vois en cours, comment ça se passe, l'organisation des cours, les différentes années d'études, l'organisation des stages, comment ça se passe. Et j'ai beaucoup de questions sur ça. Et souvent, on en revient à se dire que il y a beaucoup de différences par rapport à ce qu'eux ils avaient vu en formation. Quand on échange, ça crée. Enfin, c'est hyper intéressant en fait, ça crée des échanges très dynamiques entre nous. Au fond, on a tous les mêmes objectifs, le bien-être de la personne entre autres. Mais la vision de l'ergothérapie que j'ai actuellement, je me rends compte que c'est pas forcément ce que j'aurai dans 2 ans non plus, parce que le métier continue à évoluer. Il a déjà beaucoup évolué ces dernières années, moi je l'ai vu. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période où, bien sûr, les modèles conceptuels y reviennent. Et le conseil qu'on peut donner à certaines personnes qui ont du mal avec ça, c'est comme tu as dit, Kim, de se remettre dedans. Alors, il y a des livres qui existent, mais moi je suis en plein dedans en ce moment, parce que même si on voit les modèles conceptuels dès la première année, en tant qu'étudiante, future étudiante en 3e année, j'ai du mal à encore bien assimiler les concepts. Et du coup, il y a des livres qui existent, on peut aller lire des articles, on peut aller chercher. Il y a plein de ressources en ergo maintenant qui existent. Il y a plein de forums sur Facebook aussi pour aller questionner les ergos, de se replonger dans les modèles. Alors oui, ça peut faire peur, mais il faut y aller petit à petit. Et après, on assimile finalement les concepts au fur et à mesure, je pense. Et nous, à l'IFE, on nous pousse vraiment à s'imprégner assez rapidement des modèles, et notamment dans le compte rendu. On nous pousse à rédiger des comptes rendus avec des termes occupationnels, des termes vraiment spécifiques ergo, et notamment rédiger des diagnostics en s'inspirant des modèles conceptuels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'entraîne beaucoup à faire à l'IFE, en stage aussi. Mais après, moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'après le diplôme, c'est ce que je vais faire? Parce que est-ce que j'aurai le temps de faire un plan d'intervention pour chaque patient? Est-ce que j'aurai le temps de faire un diagnostic ergo, vraiment spécifique ergo avec un modèle? Parce qu'après, mes écrits, il faut qu'ils soient lus par les patients et il faut que ça reste compréhensible. Donc, c'est les questions, les contraintes de temps que je sais que c'est vraiment un intérêt dans la pratique, mais est-ce que j'aurai le temps de le faire plus tard? Sur le terrain, que ce soit en France, au Canada, faut pas se leurrer. Ça prend énormément ça prend énormément de temps, de rédiger un dossier dans les règles de l'art. Et parfois, il faut choisir entre passer du temps auprès de la personne que l'on accompagne, communiquer de manière efficace oralement avec beaucoup de coordination, de collaboration, ou alors se garder 3 heures cloîtré dans son bureau à rédiger quelque chose. Et il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne solution. C'est situation dépendante, contexte dépendant, patient dépendant, structure dépendant, parce que entre
Les PMSI à remplir, donc c'est des codes pour coder les actes dans le milieu hospitalier, les transmissions quotidiennes, la rédaction du dossier, le remplissage des évaluations, les tâches rédactionnelles, quel que soit le type de tâche rédactionnelle, prennent énormément de temps. Ce qu'il faut juste pour moi avoir en tête, et tu me diras Laurent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est juste que ces temps de rédaction sont précieux quand on y est. Ils sont précieux quand on y est pleinement présent parce qu'ils nous apprennent à déposer clairement notre raisonnement. Et quand notre raisonnement il est clair, l'écriture est fluide et elle est rapide. Elle est rapide. Mais il y a deux manières de rédiger. Soit on rédige descriptif, on fait juste une liste, un listing des évaluations, etc. Soit on rédige une analyse. La rédaction d'une analyse, elle prend énormément du temps quand on n'y est pas entraîné. Pour ta question, Nesliane, est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça bien? Clairement, il y aura des moments où tu auras le temps, il y aura des moments où tu n'auras pas le temps, mais à savoir qu'à chaque fois que tu t'y poseras, ce sont des temps précieux en tout cas pour toi, quoi. Et quand c'est écrit avec clarté, eh bien, la transmission de ce que c'est l'ergothérapie aux autres professionnels, c'est beaucoup plus aisé aussi. Ça me fait vraiment écho parce que, tu vois, on parle beaucoup de rédaction, d'argumentaire, de choses comme ça. Quand tu dis nos écrits ils visent la préconisation, ça, c'est pour moi le paradigme dans lequel on est. Et demain, les écrits ils vont évoluer vers d'autres choses, vers cette forme où on prendra plus de temps pour l'analyse. Mais c'est vrai que moi, je me dis toujours que ce que tu vas découvrir aussi peut-être demain, c'est la tension du milieu dans lequel on est. Qu'est-ce que le milieu professionnel dans lequel on exerce à temps. Et ça, quand on est jeune professionnel, on est coincé là-dedans, entre ce que je voudrais faire bouger et ce qu'on attend de moi. J'en parle très clairement parce qu'en exerçant en pédiatrie, par exemple, la mouvance à l'heure actuelle de la pédiatrie avec les neurosciences, la neuropsychologie, elle fait des ergothérapeutes, des experts, notamment avec les troubles des apprentissages et ainsi de suite. On doit rendre des comptes rendus de bilan très précis, coter, faire des préconisations. Et c'est difficile, par exemple, en pédiatrie, de revenir vers l'occupation, de revenir vers des approches qui sont plus top-down. On attend beaucoup du bottom-up, par exemple, d'avoir des ergots qui peuvent dire l'enfant a telle difficulté, tel trouble 10, et je vais apporter des compensations dans tel domaine. Et quand, par exemple, moi, j'essaye d'amener dans les écrits des choses qui tournent autour des habitudes de vie, des situations ou du profil occupationnel des enfants, c'est encore un vocabulaire qui est pas repéré même par les professionnels avec lesquels je travaille. On vient à peine de terminer de convaincre les médecins avec lesquels on bosse de l'importance de la situation écologique. Tu vois, par exemple. Donc, évidemment, aller amener la notion d'occupation derrière, elle est complexe. Mais en fait, ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, dans la transition, c'est qu'à un moment, j'ai découvert les modèles conceptuels, j'ai découvert les sciences de l'occupation parce que je n'avais pas du tout été sensibilisé par ma formation, sauf que je savais que mon métier, il évoluait. Et moi, mon conseil par rapport aux anciens, aux tuteurs qui sont un petit peu encore à se questionner sur la réforme des études, sur l'évolution du métier, c'est ça, c'est de se dire, finalement, on a encore à travailler avec ces évolutions. Moi, ça me plaît de savoir que mon métier, il change. Mais à un moment, j'ai eu besoin de vérifier, et c'est comme ça que je suis arrivé au modèle conceptuel et je suis arrivé aux sciences d'occupation. J'ai eu besoin de vérifier, et souvent, je crois qu'il y a des tuteurs, ils sont là-dedans, qu'on fait le même métier. Ça veut dire que quand on parle de modèle conceptuel, quand on parle de sciences d'occupation, est-ce que c'est encore de l'ergothérapie, comme je la connais, comme je la connaissais ou comme j'étais formé? Je crois qu'il y a beaucoup de résistance parfois sur le terrain. Et moi, j'avais une anecdote comme ça où une collègue qui était à peu près de la même époque, information pour moi, elle est allée à un colloque sur les sciences de l'occupation et elle est revenue. Et le premier message qu'elle a dit à l'équipe, c'est moi, je ne me reconnais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas le même métier. Et à partir de là, moi, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il faut que je vérifie si, quand on parle des sciences de l'occupation, si, quand on parle des modèles conceptuels, on parle encore de l'ergothérapie. Et moi, je suis arrivé à tout ça en me disant, je vais faire mon comparatif. Donc oui, cette veille, cette nécessité de lire et de faire un chemin arrière, je la rejoins. Comme vous dites, de se donner le temps, toutes les deux, vous dites qu'il faudra à un moment se donner le temps
d'aller s'intéresser à l'actualité du métier. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, le nouveau vocabulaire, je l'intègre parce qu'il fait écho à des choses que je pratique. Tu vois, quand on me parle de diagnostic ergothérapie, je n'ai pas la sensation d'en rédiger formellement un tous les jours, mais je sais que dans ma démarche d'ergothérapeute, il y a un moment où j'arrive à une forme de diagnostic de la situation du patient. Ben, ce n'est plus un mot qui m'est étranger. Quand un étudiant, un stagiaire m'en parle, ça fait écho. Comme à un moment, il y a eu des écrits sur le raisonnement clinique. Ce n'était pas une nouveauté. Les ergothérapeutes, ils ont toujours raisonné, sauf qu'on ne formalisait pas qu'on faisait du raisonnement clinique. Pour moi, ça reste de la démarche d'un ergothérapeute, clairement. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Laurent, parce que avec l'arrivée des sciences de l'occupation, comme ta collègue qui a dit, elle ne se retrouve pas dans ce qu'elle a vu dans ce congrès-là. Mais eux, ce que font ces ergothérapes, ils ne sont pas du tout dans le faux. En fait, comme tu disais, c'est juste qu'ils ont une façon de le faire qui est différente. Ils n'ont peut-être pas la même terminologie, mais il y a quand même une identité d'ergothérapeute qui est présente. Et parfois, il peut avoir cette impression que c'est pas le même métier et que ça n'a rien à voir. Et je pense que ça les remet en question de se dire est-ce qu'on fait pas les choses d'une mauvaise manière maintenant? Alors que non, en fait, c'est juste un temps de formation, un temps de formation sur le vocabulaire, sur une manière de s'exprimer différemment, mais il y a toujours de la qualité dans leurs interventions et ça, on ne peut pas l'enlever. Et je rebondis sur ce que tu nous partages. Moi, je vois vraiment les choses comme une poupée russe, en fait. On peut pas, c'est pas parce que la profession évolue et change que ça remet totalement en cause ce qui a été fait. Et c'est parce qu'il y a eu euh, une certaine manière de faire qui nous a amené au fur et à mesure à nous poser des questions. C'est bien parce qu'il y a eu ça qu'aujourd'hui, on peut agrandir la poupée russe pour être de plus en plus solide. Faut pas oublier qu'on est une profession au sein d'un contexte socio-culturel. On est donc totalement dépendant de ce contexte socio-culturel, des nouvelles technologies, des questions d'ordre environnemental, des politiques, des lois. Les moments où on se pose des questions, où on remet en question des connaissances, des savoirs, des théories, c'est toujours déstabilisant, ça fait peur, parce qu'on a l'impression que finalement on sait plus que l'on a appris. Mais en fait, pas du tout. C'est comme une spirale. On a l'impression de revenir au même endroit, c'est juste par transposition. On est juste à un étage au-dessus. On n'est pas du tout revenu en arrière. On est à un étage au-dessus, mais plus ou moins dans la même ligne, quoi. Et donc c'est beau, en fait. C'est magnifique. J'allais dire ça, c'est beau. Ouais. Et la question que moi j'avais pour Nesliane concernant le raisonnement clinique, l'analyse, le diagnostic, c'est que moi j'ai eu des cours pendant mes 3 années de formation sur le diagnostic, mais en fait j'avais pas compris à ce moment-là à quoi servait le diagnostic vraiment en fait dans cette synthèse. Et en fait, est-ce que toi, pour les cours là en première année, est-ce que tu penses avoir compris à quoi servait le diagnostic? Qu'est-ce que c'était le diagnostic, une analyse en ergothérapie, etc. Alors, je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que moi aussi, je me suis posé un peu les mêmes questions que toi. Qu'est-ce que c'est vraiment un diagnostic? Pourquoi on nous demande de nous en faire, enfin d'en faire, surtout en stage? En fait, on a entre guillemets des devoirs de stage où on doit faire des dossiers de prise en soin en ergothérapie de A à Z avec un plan de traitement, un diagnostic, des objectifs SMART, une description de séance, etc. Donc, en fait, ce qu'il y a par rapport au diagnostic ergo, c'est qu'on les fait assez automatiquement. Et c'est vrai que des fois, enfin, moi-même, je me dis, je vois pas mes tuteurs le faire, pourquoi on me demande de le faire? Mais on a aussi le stress en stage de se dire, on a des compétences à valider, et ça fait partie des compétences. On doit savoir faire un diagnostic ergo. Donc, on le fait. Et après, ce qui concerne l'intérêt de faire un diagnostic, moi, ça m'aide à bien analyser la situation. En fait, ça me pousse dans ma réflexion. Et en m'inspirant d'un modèle et quand je rédige un diagnostic ergo, finalement, j'arrive à remettre un peu tout dans des catégories, tout dans des cases pour faire une approche globale de la personne. Donc, moi, ça me pousse dans ma propre pratique quand je me pose des questions. Je pense que il y a des choses que forcément, j'ai pas encore tout bien assimilé, tout bien compris, et que ça va venir peut-être petit à petit. Mais en tout cas, de ma manière, quand je rédige le diagnostic ergo, c'est un peu une trame en fait que je reprends à chaque fois pour chaque patient. Mais quand je rédige le diagnostic ergo, je me pose des questions que je me dis je me poserais peut-être pas sans ça en fait.
Ça paraît super utile ce truc. C'est super utile. Franchement, quand le guide du diagnostic en ergo il est sorti en 2017, bottom-up, top-down, j'en avais jamais entendu parler en tout cas. Entre 2010 et 2015, j'en ai jamais entendu parler. Donc, j'en ai entendu parler qu'à partir du moment où j'ai lu le guide du diagnostic en ergothérapie. Et là, j'ai vraiment commencé à travailler en concordance avec le modèle de l'occupation humaine. Voilà, ce fut une de mes plus belles rencontres. Les modèles conceptuels sont plus que aidants parce que les modèles vont nous aider à avoir du vocabulaire, un vocabulaire qui est assuré, argumenté. Et en plus de ça, il faut bien aussi avoir en tête que les modèles conceptuels, on a des modèles qui vont nous servir à intervenir, des modèles d'intervention, et on a des modèles plutôt cadres de référence qui vont nous aider à comprendre une situation sous un certain filtre. Si on choisit un modèle plutôt centré biomédical, on va forcément plus s'intéresser aux déficiences et aux fonctions du corps. Si on choisit un modèle spécifique à l'ergothérapie, comme le MCRO ou le MOH, on va s'intéresser à des dimensions qui ne sont pas traitées dans d'autres modèles et des dimensions qui sont pour le coup propres à notre identité professionnelle, à l'occupation, à l'ergothérapie. Et il faut savoir que selon les modèles, il existe des outils qui découlent de ces modèles. Moi, vraiment, la clé que j'ai eue, c'est de comprendre qu'en fait, les modèles conceptuels ont servi à la création d'outils d'observation, d'évaluation et d'intervention. Et dans ces outils-là, une fois qu'on commence à les manipuler sur le terrain, c'est là qu'on commence à vraiment pouvoir se sentir à l'aise, à rédiger des analyses, parce que la meilleure manière de pratiquer, et je pratiquer entre guillemets un modèle conceptuel, c'est d'utiliser les outils de ce modèle. Et de bien savoir que chaque modèle a ou non des outils. Et quels sont ces outils et à quoi ils servent. Et c'est là où, du coup, toute la démarche scientifique, c'est de se dire, OK, maintenant, quels sont les outils que je vais choisir pour telle et telle situation? Pourquoi je choisis cet outil? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Etc., etc. Pour moi, il y a vraiment du lien entre ce que vous dites toutes les deux, parce que quand Nissan, tu dis, j'ai l'impression que quand je m'appuie là-dessus, ça me donne du poids, ça me donne du crédit. Eh ben, dis-toi que ça rejoint exactement la vision des ergothérapeutes qui étaient formés il y a 20 ans, qui sont tes tuteurs, et qui se disent, quand je savais rédiger un argumentaire, quand je savais faire une préconisation, un plan de traitement, ça me donnait du poids, ça me donnait du crédit par rapport aux médecins, par rapport à... En fait, finalement, on fait une boucle là. Mieux formaliser les choses en tant qu'ergo, c'est les ancrer dans les outils qu'utilisent les ergos, donc les modèles, le diagnostic ergo. Pour moi, tout ça, ça va donner encore plus de poids demain. Le même parallèle que j'ai vécu il y a 20 ans en me disant, il va falloir que j'ai des éléments pour faire la preuve, la solidité de mon métier, de son efficacité et ainsi de suite. Donc, c'est le même débat. Il passe à travers d'autres choses, mais pour moi, c'est le même débat. Encore merci d'avoir pris du temps pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes, que ce soit les portraits, le débat ou l'épisode complémentaire, pour pouvoir avoir une vue globale sur le dossier qu'on a constitué. Et n'hésitez pas à venir sur le groupe Occulte ton ergo pour nous donner votre retour et vous, votre ressenti sur l'évolution de la pratique ergo en France. À très bientôt.